Bonjour à tous. C'était il y a près d'un an, c'était avant la victoire de la finale de la Coupe du Monde, avant l'affaire Benalla, avant les Gilets jaunes, c'était à Versailles, devant le Congrès. La République n'a aucune raison d'être en difficulté avec l'islam, pas davantage qu'avec aucune autre religion. Dès l'automne, nous clarifierons cette situation en donnant à l'islam un cadre et des règles garantissant qu'il s'exercera partout de manière conforme aux lois de la République. Nous le ferons avec les Français, dont c'est la confession, et avec leurs représentants. Et l'automne est passé, et ensuite l'hiver, c'est bientôt le printemps, et on attend toujours le fameux discours d'Emmanuel Macron sur l'islam. En revanche, on en sait un petit peu plus sur sa position vis-à-vis de la loi de 1905. On le sait depuis hier soir, grâce à cette confidence faite lors du débat avec les intellectuels. Ma vision est claire, c'est 1905 et rien que 1905. Je ne souhaite pas qu'on change la loi de 1905 et ce qu'elle représente et ce qu'elle permet de préserver. Ma question n'est pas de savoir si c'est bien ou pas bien qu'une jeune fille mette le voile ou pas le voile dans la rue. Ce n'est pas la question à laquelle doit répondre le président de la République. C'est la question de savoir si elle est libre de le faire ou pas. Alors, croyez-vous qu'Emmanuel Macron va clarifier sa position sur l'islam et la laïcité? C'est la question qu'on se pose ce matin. Et puis c'est la question, vous le voyez, qu'on vous pose sur Twitter. #Figaro Live, #les décrypteurs. J'attends vos commentaires, j'attends vos questions. On va les poser ce matin à nos décrypteurs. Bonjour Mathilde Siraud. Bonjour Vincent. Mathilde Siraud suit La République En Marche, le parti du président au service politique du Figaro. Alors, pourquoi d'abord Emmanuel Macron renonce à toucher à la loi de 1905 ? Alors, ce n'est pas vraiment une information nouvelle, en tout cas, parce qu'on s'attendait depuis quelques mois, quelques semaines déjà, à ce qu'il repousse ce chantier de la loi de 1905. Là, il fait plus que repousser. Il dit « je n'y toucherai pas ». Voilà, il dit qu'il ne touchera pas. Toutefois, il assure qu'il y a un sujet avec l'islam. Il veut encadrer le culte musulman, mais encore une fois, on n'en sait pas plus pour le moment. Ce n'est toujours pas à l'agenda, au calendrier parlementaire. Donc, pour l'instant, il fait preuve d'une extrême prudence. Et sur ce sujet quand même qui est très éruptif, à la fois au sein de sa majorité, mais aussi dans la société, et compte tenu de l'affaiblissement aujourd'hui de l'exécutif, le président peut difficilement se permettre d'ouvrir ce chantier aussi explosif pour l'instant, même s'il est très attendu pour autant sur ce sujet. Est-ce qu'on sait les questions qu'il se pose et qui le conseille sur ces questions ? Emmanuel Macron, donc, il a une vision de la laïcité depuis le départ qui est celle de garantir la liberté de culte et en même temps garantir la neutralité de l'État. Mais il est toutefois, lui-même est catholique, on le sait, il croit à une espèce de transcendance, il l'a déjà exprimé. Il avait fait plusieurs discours quand même depuis qu'il est à l'Élysée qui ont été très remarqués, notamment sur le lien entre l'Église et l'État. Mais pour autant, il est très très conscient des divergences qui peuvent apparaître à la fois dans son propre camp et dans la société sur cette question-là. Il hésite finalement. Il hésite et on sait très bien que le « en même temps » sur un sujet qui touche à la religion, aussi à l'intime, est très compliqué à mettre en œuvre. Demain, il y a un colloque, ou plus exactement, je crois, une conférence débat animée au siège de La République En Marche par Marlène Schiappa. Est-ce qu'on sait si elle a une idée claire sur la question et sur la question de la laïcité ? Alors Marlène Schiappa... Elle a des positions, mais est-ce qu'elle a une idée claire sur la question ? Tout à fait, elle a des positions parce qu'elle a déjà écrit beaucoup de choses sur la laïcité. Elle a aussi cette sensibilité sur la question du droit des femmes, de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui dicte aussi sa réflexion par rapport à la laïcité. Maintenant, elle est en charge du débat d'idées au sein de La République En Marche, donc c'est elle qui a pris l'initiative de lancer cette conférence débat avec Aurélien Taché, on va certainement l'évoquer. En fait, ce parti n'a pas d'autre choix que d'organiser le débat en interne. Parce qu'on l'a vu, il y a eu beaucoup d'épisodes qui ont montré des fractures très importantes et qui donnent lieu à des règlements de compte par médias interposés ou par tweets qui donnent une image assez désastreuse du mouvement. Est-ce qu'on peut dire, quand on voit justement les violentes oppositions, on y reviendra tout à l'heure en réécoutant la position d'Aurélien Taché, de Marlène Schiappa, Aurélien Taché qui a été
un peu anti-catho et surtout accusé de naïveté vis-à-vis de l'islam politique et qui s'est violemment opposé à elle. Est-ce que, ou elle s'est violemment opposée à lui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a deux gauches ou disons deux lignes irréconciliables à La République En Marche sur la question de la laïcité et sur la question de l'islam? C'est vrai que là, vous voyez l'image entre Marlène Schiappa et Aurélien Taché. Donc, d'un côté, l'application stricte de la laïcité, d'un côté, une vision beaucoup plus libérale, celle d'Aurélien Taché. Ça peut nous faire penser au Parti socialiste, à l'époque, entre un Manuel Valls et un Benoît Hamon. Une vision gauche, Troisième République, voilà. et d'un autre côté, une vision plutôt communautariste, issue du libéralisme et du monde anglo-saxon. C'est ça, exactement. Puisqu'Aurélien Taché croit à une société multiculturelle. La Troisième République contre l'antiracisme, finalement. Oui, c'est ça. En fait, les divergences sont apparues très vite au sein de cette majorité très, très composite. Et c'est Manuel Valls qui avait mis en lumière ces fractures. On connaît ses combats sur la laïcité et c'était apparu au moment de l'attentat de Trèbes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il avait pris position pour interdire le salafisme. Et c'est là où on avait vu que ça avait créé quelques crispations en interne. Ensuite, il y a eu les débats sur la loi asile-immigration. Il y a eu les débats beaucoup plus récents sur le port du hijab. Donc il y a vraiment d'un côté des députés, des ministres qui sont sur une application très stricte de la laïcité et qui sont contre les accommodements et d'autres. Qui ça, par exemple? Alors, Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, Aurore Berger, par exemple. Bon, Manuel Valls a pris ses distances parce que maintenant il est à Barcelone, on le sait, mais il a eu une voix qui a porté de plus en plus au sein de La République En Marche. La position de Jean-Michel Blanquer sur ces questions-là? Plutôt sur une application stricte de la laïcité. On l'a vu pendant le débat sur la loi école. Il y a des ministres qui ont une position plus libérale, plus anglo-saxonne, plus communautariste? À mon sens, beaucoup sont assez prudents, donc on ne connaît pas forcément toujours leur sensibilité. En tout cas, ils ne l'expriment pas toujours publiquement et ils sont très prudents sur cette question. Et à l'intérieur des cadres de La République En Marche, ouais. Quelle est la tendance qui l'emporte? Est-ce que c'est celles qui ont une vision plus stricte ou ceux qui ont une vision plus libérale? Alors, c'est très difficile de savoir effectivement quelle est la position majoritaire. Est-ce que c'est plutôt la ligne Taché, où on accepte beaucoup d'accommodements, on accepte une vision très libérale de cette laïcité, ou est-ce que c'est plutôt la ligne Marlène Schiappa? Et c'est très difficile, c'est pour ça que beaucoup souhaiteraient ce fameux grand discours du président pour mettre tout le monde d'accord, et certains aussi appellent à une troisième voie. Voilà, c'est toujours assez étonnant Ils savent à quoi elle ressemblerait, la troisième voie? C'est justement peut-être la question qui sera posée demain lors de la conférence débat à La République En Marche. Et où prendront d'ailleurs la parole Jean-Louis Bianco et également la conseillère à la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, Cindy Léonie, et le politologue bien connu d'ailleurs des internautes de Figaro Live, Laurent Bouvet, ainsi que l'historienne Valentine Zuber. Philippe Reynaud, qui est un autre historien de la laïcité, est avec nous et on lui demandera tout à l'heure justement quels sont les différents enjeux autour de cette loi. Mais avant, on va avoir François Cros qui nous a rejoint, qui dirige le pôle actualité et politique de l'IFOP, pour nous dire un petit peu quelles sont les positions, les attentes de l'opinion sur ces questions-là. En tous les cas, merci beaucoup Mathilde pour ces premières précisions. On y revient dans une deuxième partie. Vous posez vos questions, vous donnez vos commentaires et on partagera vos commentaires, et on posera vos questions à Mathilde Sirot ainsi qu'à nos autres invités. Croyez-vous qu'Emmanuel Macron va clarifier sa position sur la laïcité et sur l'islam? C'est la question qu'on vous pose ce matin sur Twitter, #Figaro Live, #Les Décrypteurs. Là, pour l'instant, vous êtes une large majorité à nous répondre non. Eh bien, dites-nous pourquoi. Est-ce que vous n'avez pas confiance? Est-ce que vous avez eu des signes qu'il n'y aura pas de clarification? Eh bien, dites-le nous, commentez avec nous et on va y revenir, débattre avec nos autres décrypteurs. Il y a en tous les cas une position qui est affirmée, elle est à droite, où on demande plus d'exigences. En tous les cas, c'est ce qu'on pouvait penser en écoutant cette déclaration d'Éric Ciotti. Il faudra aller, moi j'ai déposé des propositions de loi beaucoup plus fortement vers une laïcité que je souhaite plus exigeante. Concrètement, on adopte une position très ferme pour faire en sorte que, notamment, moi j'ai déposé une proposition de loi pour faire en sorte que les usagers des services publics, aujourd'hui il y a une neutralité qui est imposée par la Constitution pour les agents du service public. Ça c'est un principe. Il est respecté, mais je souhaite que les usagers aussi du service public soient contraints aujourd'hui, soient invités par la loi à observer une neutralité.
Bonjour François Cros. Bonjour. François Cros dirige le pôle actualité politique de l'IFOP. Il a beaucoup de mérite parce qu'il est malade ce matin. Il est venu avec nous pour nous dire, justement, pour partager avec nous les résultats des enquêtes de l'IFOP sur la question. Est-ce que l'opinion réclame une clarification déjà à Emmanuel Macron sur ces questions-là? L'opinion est déjà très attachée à la loi de 1905 et plutôt à un statu quo en la matière. Mais en même temps, il est plutôt sur une position assez ferme, assez républicaine sur ces sujets. Donc la marge de manœuvre du gouvernement est assez limitée compte tenu du fait que, historiquement, Emmanuel Macron s'est un peu distingué par rapport à Emmanuel Valls sur un positionnement plus libéral, plus anglo-saxon, plus inclusif que Manuel Valls, qui, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, avait un positionnement beaucoup plus strict, républicain et plus laïcard, entre guillemets, quoi. Voilà. Plus application et vision stricte de 1905. On reviendra d'ailleurs sur ces différentes visions de la loi avec Philippe Reynaud tout à l'heure. Vous venez de réaliser une étude sur la laïcité pour le compte de la Fondation Jean Jaurès en vue du colloque qui doit se tenir demain, de cette conférence de débat qui doit se tenir demain. Qu'a révélé cette étude ? Cette enquête montre globalement que les Français sont toujours très attachés à la laïcité au sens large, qui trouvent que cette laïcité est menacée, contrairement à certains qui trouvent que ce n'est pas le cas. Et elle montre aussi que les électeurs macronistes, comme le reste de la population, ont une vision plutôt républicaine et assez ferme de la laïcité. Donc l'idée que l'électorat macroniste serait un électorat de type gauche, libérale, américaine, anglo-saxonne, inclusif, c'est faux. Voilà, c'est ce que montre globalement cette enquête, et c'est la première qui va être notamment présentée par le directeur des études à la Fondation Jean Jaurès, Jérémy Pelletier, à l'occasion de ce colloque. C'est quelque chose qui est assez intéressant, et notamment sur la question de la mode pudique. On avait vu déjà il y a 2 ans sur l'affaire du burkini. On a à peu près une masse très, très forte de Français qui étaient favorables à ces arrêtés, même s'ils avaient été cassés ensuite par les hausses d'autorité du Conseil d'État qui les avaient cassés. Mais on a aussi, par exemple, une forte proportion de la population qui était favorable aux appels au boycott des entreprises qui, comme Decathlon, ont lancé des produits de ce type. Donc, globalement, l'opinion est beaucoup plus ferme et assez rigide sur ces questions, qu'on pourrait plus ferme et rigide qu'on pourrait le penser. Voilà. Je vous laisse prendre un verre d'eau pour vous reprendre. Une autre question qui se pose, c'est on vient d'entendre Éric Ciotti justement dire que lui était favorable non seulement à une neutralité des agents du service public, mais à exiger une neutralité des usagers du service public. En gros, de ne pas aller avec un voile à la Sécu. Est-ce que l'opinion est favorable à ce genre de mesures ? Est-ce qu'on a en tous les cas une idée du sentiment de l'opinion à l'égard de ce genre de proposition assez ferme ? Alors, on sait que lors du débat en 1905 sur la laïcité, il y a eu un débat sur la question de la soutane. Je ne sais pas si vous vous souvenez, et on avait... Je n'étais pas né. Non, mais je ne sais pas si vous vous souvenez dans l'étude de vos travaux et de l'histoire politique en France, il avait été décidé qu'on n'imposerait pas, en tout cas, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, la laïcité s'applique uniquement aux fonctionnaires, aux agents de l'État. Il n'en reste pas moins que dans les enquêtes qu'on a pu réaliser sur le sujet, les Français se montrent favorables à ce que les usagers des services publics, comme la mairie ou une préfecture, soient obligés d'enlever leurs signes religieux, et ça de manière très nette et assez massive. Alors, est-ce qu'ils le sont pour tous, ou est-ce qu'il y a une tolérance pour les religieuses, pour les prêtres Ah non, ils sont... pour les rabbins. On a mis très clairement en avant les signes religieux, comme le voile, la soutane, etc. Donc les choses sont assez claires dans le cadre de nos enquêtes. Donc c'est assez intéressant parce que ça va beaucoup plus loin que la loi actuelle. Et là-dessus, finalement, l'opinion est beaucoup plus, je dirais, ferme et laïcarde, entre guillemets, qu'on pourrait le penser. Merci beaucoup François Cros pour ces premières précisions. On va y revenir dans une deuxième partie. Je salue Marie qui vient
de nous rejoindre et qui nous pose justement des questions sur les rapports d'Emmanuel Macron aux violences contre les chrétiens. On y reviendra dans une deuxième partie. Vous continuez à nous donner vos commentaires, à poser vos questions sur les chats du Figaro, en particulier sur ce player. Vous allez sur vos claviers et vous posez des questions à droite de cet écran où vous voyez l'émission. Croyez-vous qu'Emmanuel Macron va clarifier sa position sur l'islam et la laïcité? Ce n'est pas un sondage, hein, c'est juste une question sur Twitter, #Figaro Live, #les décrypteurs. Et pour l'instant, vous êtes un tout petit peu moins. Tout à l'heure, vous étiez 84% à nous dire non, là, vous êtes 83%. Eh bien, vous continuez à nous dire pourquoi et ce que vous en pensez. Quand on se penche, en tous les cas, sur la question de l'islam et en particulier du voile, notamment le hijab et en particulier l'affaire de la vente de voiles par l'enseigne Decathlon, on s'aperçoit que même les défenseurs de la laïcité ne sont pas d'accord entre eux. Institutionnels ou auto-proclamés, ils peuvent être en désaccord, même clairement opposés, radicalement opposés. Regardez. Je ne sais pas vraiment pourquoi il y a une telle polémique autour de cette hijab de course, puisqu'effectivement la laïcité n'est pas directement concernée. Une entreprise privée peut vendre le produit qu'elle veut dès lors qu'il est licite. Les usagers, les citoyens de manière générale, ne sont pas soumis à la laïcité. Ils peuvent porter un voile, une croix, une kippa, ce qu'ils veulent, dans la rue ou lorsqu'ils courent. Le hijab n'est pas une forme classique de vêture. Nous voyons une exigence ou une pression pour que le signe qui est porté soit bien un signe islamique. Et quand je dis islamique, je n'entends pas par là simplement d'une pratique musulmane traditionnelle, mais bien d'une pratique musulmane intégriste. Bonjour Philippe Reynaud. Philippe Reynaud est historien et auteur de ce livre, La laïcité, une singularité française, c'est chez Gallimard et c'est bien sûr à lire. On le voit, en tous les cas, quand on entend tout ce qu'on entend, et en particulier cet extrait, on a l'impression qu'il y a vraiment deux conceptions radicales de la laïcité aujourd'hui. Celle qui dit en gros rien pour les religions et celle qui dit toutes les religions se valent. Vous pouvez à la fois dire rien pour les religions et considérer qu'elles se veulent toutes. Donc, alors, rien pour l'expression des religions et après, toutes peuvent s'exprimer. De toute façon, elles se valent toutes. Écoutez, dans ce cas, si c'est là les deux positions qui sont en présence, il me semble que ni l'une ni l'autre n'est laïque. Là, il y a beaucoup de discussions sur le sens historique de la laïcité française, sur les limites juridiques qu'il peut comporter, etc. Mais il y a quand même, me semble-t-il, deux choses qui sont certaines. C'est que si on s'en tient, premièrement, si on s'en tient à la loi de 1905, ce qu'elle dit, c'est qu'elle affirme le principe de la liberté de conscience de la manière la plus claire. Elle affirme en même temps la liberté de conscience et la neutralité de l'État. C'est le point de départ de la loi de 1905. Donc, ça suppose qu'il y a, sauf si on considère que la liberté de conscience n'a pas besoin d'expression publique, ce qui, dans ce cas, contredirait d'ailleurs la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je pense que personne ne peut dire, si vous voulez, au nom de la laïcité, qu'il faut interdire toute expression publique des religions. Alors justement, est-ce que c'est pas ça, est-ce que c'est pas ça, Philippe Reynaud, la problématique qu'on a depuis un siècle, depuis un peu plus d'un siècle, c'est que d'un côté, il y a la liberté de conscience qui permet, vous dites, une expression publique, et d'un autre côté, il y a la neutralité de l'État. Mais s'il y a une expression publique, on doit pouvoir exprimer publiquement, dans des endroits publics, cette liberté de conscience, cette liberté de croyance. On a parlé des pèlerinages, mais également il y a les prières de rue, il y a un certain nombre de choses. Si vous voulez, sur les... d'abord, il y a toute une tradition qui a confié aux tribunaux administratifs la gestion d'un certain nombre de questions de et dernièrement au Conseil d'État. Ça a toujours été le Conseil d'État qui, déjà sous la Troisième République, avait à statuer sur le problème de savoir s'il était légal ou non de sonner les cloches le dimanche. Enfin, c'est des choses qui sont réglées traditionnellement par la jurisprudence administrative, qui est par ailleurs de plus en plus libérale dans ses principes, je dirais, parce que c'est la logique du droit.
C'est pas forcément la logique de la politique. Ou de l'opinion. Et de l'opinion. Mais par ailleurs, si vous voulez, quand on parle non pas du droit de la jurisprudence, mais de la législation elle-même, la législation elle-même peut varier dans certaines mesures sans contredire les principes de base de ce qu'on appelle la laïcité. Alors, et ces principes de base, on y revient, c'est la liberté de conscience et la neutralité de l'État. Il me semble, oui. On peut dire ça. On l'a, justement pour préciser ça, c'est qu'on présente justement cette loi comme immuable, et pourtant, comme l'a montré notamment notre consoeur Paul Gonzalez, elle a été modifiée 13 fois. Oui. C'est le fruit, finalement aujourd'hui, c'est le fruit de confrontation, à chaque fois de compromis. C'est une loi qui a un statut très, très original, parce que c'est sans aucun doute une des très grandes lois de la Troisième République, une loi à laquelle les Français sont très justement attachés, mais qui en même temps n'a pas en elle-même de valeur constitutionnelle. C'est une question qui est posée périodiquement. Le dernier à l'avoir posée, c'était François Hollande qui s'était aventuré à annoncer la constitutionnalisation de la loi de 1905, qui a, à mon avis, sagement renoncé, parce que ça ouvrait une boîte de Pandore, comme on dit aujourd'hui, qui est celle du statut scolaire de l'Alsace-Moselle, qui, dans ce cas-là, aurait dû être supprimée. Oui, parce qu'on rappelle que la loi de 1905 ne s'applique pas à l'Alsace-Moselle, qui, à l'époque, était sous domination allemande. Elle ne s'applique pas parce que ça n'est qu'une loi. Si vous voulez, c'est une très grande loi, mais c'est une loi, et dans la conception traditionnelle, qui n'est plus tout à fait la nôtre aujourd'hui de la Troisième République, le législateur a la possibilité de faire des exceptions dans certaines circonstances, etc. Et c'est ce qui a été fait après la guerre de 1918, parce qu'on a considéré qu'il fallait quand même éviter, après cette grande guerre, que les Alsaciens lorrains regrettent de ne plus être allemands. Ce qui aurait été un peu dommage. Est-ce que, justement, depuis quand même 1918, il y a un autre phénomène, c'est l'apparition massive aujourd'hui en France de l'islam, qui est devenue la deuxième religion de France, qui est à la fois religion, mais aussi politique, mode de vie social également, et idéologie. Est-ce que, justement, cette apparition de ce phénomène, qui est à la fois religieux et politique, social et culturel, ne met pas en échec un peu la loi de 1905 ? Oh, je ne dirais pas que ça la met en échec, mais ça pose des problèmes qui sont sans aucun doute inédits. C'est-à-dire que la loi de 1905, comme d'ailleurs toute la législation française, c'est une loi qui régit les rapports entre l'État et les cultes à partir d'un modèle conceptuel qui est celui de l'Église ou des églises. Alors, il se trouve que Mais l'Église elle-même reconnaissait qu'il y avait d'un côté le temporel et de l'autre le spirituel, ce que ne reconnaît pas l'islam. Disons, c'est moins... Ça a été plus compliqué pour l'Église catholique qu'on ne le croit d'admettre ça, parce qu'elle a passé tout le 19e siècle à dire à peu près le contraire, mais enfin, elle a fini par se faire une raison. En revanche, je crois qu'il y a des difficultés spécifiques dans l'islam dont les principales, me semble-t-il, c'est que d'abord c'est une religion qui ne connaît pas d'église, à proprement parler, où on n'a pas d'autorité constituée comme on les a, non seulement dans l'église catholique, mais dans les églises protestantes. On n'a pas de synode, enfin c'est très difficile de discuter. D'où la volonté de créer des conseils du culte musulman, mais en tout cas qui bute sur le problème qu'on pourra toujours mettre en cause leur représentativité. Si vous voulez une sorte on évoque parfois le modèle du consistoire, où moi ça me fait plutôt penser à l'archevêque de Cantorbéry, ce qu'on essaye de faire, mais l'archevêque de Cantorbéry, il n'a jamais eu d'autorité sur les dissidents. Et en France, si vous voulez, l'islam est nécessairement pluriel. Il y a d'abord ça. Pluralité de l'islam. Il y a deuxièmement le fait, un peu compliqué, mais important, que le texte sacré des musulmans, le Coran, a un statut qui n'est pas le même que celui des Écritures chez les Juifs et les chrétiens, c'est-à-dire c'est un texte qui est réputé incréé, et pas simplement révélé. Incréé, ça veut dire qu'il existe de toute éternité, et c'est traditionnellement interprété comme justement comme une sorte de blocage sur les possibilités d'interprétation, d'actualisation.
Ça, c'est un problème qui dépend de la religion musulmane elle-même, qui ne peut pas dépendre des autorités françaises. Et je dirais que la difficulté, d'ailleurs spécifique, qui se pose au pouvoir politique, c'est qu'un pouvoir politique laïque et même un pouvoir politique moderne ne peut pas se permettre d'être théologien. Il ne peut pas dire à la place de l'islam ou des catholiques qu'est-ce qu'ils devraient penser, etc., etc. Mais ce que le président de la République aime à rappeler, mais inversement, on est bien obligé de constater qu'il y a des interprétations ou des courants religieux avec lesquels il est un peu plus facile de s'entendre qu'avec d'autres. Et ça, c'est la troisième difficulté. J'imagine que l'autre difficulté, c'est aussi la place de l'étranger. Et là, effectivement, ce n'est pas la loi forcément de 1905 qui peut résoudre la question. Là, il y a ces problèmes de financement public de l'islam qui sont très compliqués, dans lesquels il faudrait d'ailleurs probablement mettre à plat la façon dont les autorités républicaines ont réussi un peu à contourner l'esprit de la loi à travers les bails amphithéotiques. Enfin, je trouve la situation est très confuse de ce point de vue-là. Mais ce que je voudrais dire, si vous permettez, c'est que la question que vous posez à vos lecteurs, c'est est-ce que le président va clarifier ses positions? Moi, je dirais qu'il les a déjà clarifiées en affirmant sa fidélité à la loi de 1905, parce que ça exclut formellement deux projets qu'on lui avait attribués, c'est-à-dire le projet d'un statut de l'islam qui avait été développé par M. El Karoui, tel qu'il était développé, et ça supposait pratiquement une fin de la loi de 1905, et les projets qui avaient été également évoqués sur les financements, les statuts des associations culturelles ou culturelles, me paraissent abandonnés aussi. Donc c'est déjà une première clarification qui est importante, même si elle est négative. Est-ce que vous partagez justement l'avis, est-ce que vous êtes rassuré, ou vous partagez l'avis de Philippe Reynaud? Eh bien, vous nous le dites sur Twitter en répondant notamment à cette question. Est-ce que Emmanuel Macron va clarifier sa position sur l'islam? Je ne dis pas que tout est réglé, ni même que tout est clair. Je dis que c'est plus clair. On a bien compris. Merci beaucoup. Justement, au cœur du débat sur la laïcité, au cœur du colloque demain de La République En Marche, il y a, on en a parlé tout à l'heure avec Mathilde Sirot, une passe d'armes, deux lignes apparemment irréconciliables entre d'un côté Aurélien Taché et de l'autre Marlène Schiappa, au cœur de la polémique, le voile et la place de l'islam dans la société. Et vous me posez cette question pour une jeune fille de 12 ans qui porterait le voile et donc qui serait élevée dans une famille musulmane. Est-ce que vous me poseriez la question sur une famille catholique, à une jeune fille à qui on met un serre-tête ou autre? Bien sûr que non. Moi, je crois que tout ne se vaut pas. Je pense qu'il faut cesser cette forme de relativisme qui nous fait mettre sur le même plan des choses qui sont très opposées. Et il n'y a aucun pays dans le monde dans lequel les femmes soient légalement obligées de porter des serre-têtes. Aucune femme dans le monde ne sera lapidée parce qu'elle a refusé de porter un serre-tête. Il y a un certain nombre de questions qui sont posées. Le débat, lui, est posé, on l'a entendu donc, entre Aurélien Taché et Marlène Schiappa. Peut-être une question, peut-être une précision. Là, dans ce match-là, qui correspond peut-être aussi à un match entre Jean-Louis Bianco et Laurent Bouvet également, qui sont deux personnes qui interviendront demain et qui ont une ligne Bianco plus libérale, Bouvet plus strict. De ce côté-là, les électeurs de La République En Marche, si je vous suis, votent Bouvet, votent Schiappa. Globalement, par rapport aux différentes enquêtes disponibles, c'est à peu près ce qu'on observe sur ces sujets. Et c'est intéressant de noter que, contrairement aux idées reçues, l'électorat macroniste n'est pas un électorat qui serait plus libéral, plus anglo-saxon sur ces questions. Mathilde ? Et je voulais rebondir sur une question que vous m'avez posée tout à l'heure par rapport au rapport de force au sein du gouvernement. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une cohabitation entre, par exemple, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, qui s'était prononcé contre la présence d'accompagnatrices scolaires voilées. Et d'un autre côté, Mounir Majoubi, qui, lui, effectivement, est un petit peu le représentant de la ligne tachée au sein du gouvernement. Donc on a ce « en même temps » qui est quand même assez difficile à tenir au sein de l'exécutif. Pourquoi Macron, nous demande Marie, ne dénonce-t-il jamais les massacres de chrétiens dans le monde ? Il me semble qu'il l'avait fait lors du discours au Bernardin.
Oui, il avait fait, effectivement, j'ai le même souvenir que vous, mais c'est encore une fois cette position, cette posture de prudence qui parfois peut agacer, mais que Emmanuel Macron s'efforce de tenir pour ne pas entretenir des clivages, ne pas entretenir des tensions entre les religions et entre elles. Olympe nous dit sur le chat du Figaro.fr, les Français ne veulent pas perdre leur identité, c'est pourquoi ils refusent le voile. Est-ce que justement, ça, c'est pas quelque chose que vous décelez dans cet attachement à la laïcité? Finalement, il y a quelque chose qui est de l'ordre, non pas des principes, mais qui est de l'ordre de l'identité. Oui, il y a une contradiction des Français sur ces questions. Ils peuvent être, ils se disent très attachés à la laïcité, mais en revanche, ils ne vont pas forcément être opposés à la présence des crèches dans les mairies. Ils ne sont pas choqués par le fait que les jours fériés, une partie des jours fériés soient des jours fériés catholiques. Donc parfois, il y a la mise en avant de l'argument laïcité pour au fait s'opposer à la présence de l'islam dans l'espace public ou civique. Et sur ces questions-là, peut-être Philippe Reynaud, il y a eu justement toujours des tensions parce que on peut ne pas être catholique, mais considérer que ça fait partie de l'héritage et ça peut être mis en péril par la loi de 1905. Oui, mais je crois que si on fait j'ai envie de dire une histoire sincère de la loi de 1905 et plus généralement de la construction de la laïcité, on s'apercevra, du moins c'est la position que j'ai, que finalement, même si le conflit a été très violent, surtout avant 1905, entre les deux Frances, entre une France disons issue des Lumières et de la Révolution et une France héritière d'un catholicisme qui s'était d'ailleurs durci au XIXe siècle, même si le conflit a été très violent, il y avait quand même beaucoup de choses en commun entre les uns et les autres. Et par ailleurs, ce qui a triomphé en 1905, de toute manière, ça n'est pas du tout un courant éradicateur qui aurait voulu faire disparaître toute trace du passé chrétien de la France. Ça n'a jamais existé. Vous parlez des jours fériés, par exemple. C'est une question qui a été posée au tout début de la Troisième République et où en effet on avait complètement désacralisé le dimanche. Il a été rétabli en partie dans ses droits, si je veux dire, sous la pression des syndicats ouvriers. Nos dimanches, c'est sacré, comme le titrait il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, l'Humanité, quand Jean-Pierre Raffarin avait posé la question, Dominique de Villepin avait posé la question. Quand on demandait le lundi de Pentecôte, je trouve que le droit social a bon dos, quand même. Enfin, mais c'est un autre débat. On y reviendra peut-être. Juste une question de Dumont sur Twitter, et ça rebondit un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, qui nous dit « Macron est trop frileux pour se passer d'une partie de ses électeurs de gauche, comme c'est l'habitude, il restera dans le flou ». On a entendu tout à l'heure ce que disait Philippe Reynaud, qui dit « Macron a commencé à clarifier finalement sa position sur ces questions-là, en disant qu'il ne toucherait pas la loi de 1905 ». Est-ce que, quand même, il est tributaire? On l'a vu, Aurélien Taché également, c'est ce qui était dit sur ce plateau-là un jour, c'est qu'il est élu aussi dans une circonscription de banlieue où il y a quand même très diversifié, il y a un électorat communautaire très fort, il est obligé de donner des gages. Est-ce que Emmanuel Macron est lui aussi tributaire de cette équation? Oui, mais il est prisonnier au fait d'un virage de son électorat à droite, centre-droit. Il a été élu par des gens qui venaient de la gauche en 2017 et au fil des années, son électorat se droitise. Et un des problèmes, on le voit notamment sur la PMA qui a été mis au placard, au frigo depuis 2017, mais on le voit aussi sur la laïcité, il a plus de difficultés à heurter un électorat du centre ou de droite qui serait plus ferme sur ces questions de laïcité que ceux qui viennent de la gauche, sachant que voilà, à la base, une forte partie de ces députés sont des gens issus du Parti socialiste et qui ont été formés dans des organisations de jeunesse comme l'UNEF, etc., et qui étaient très sensibles à ce discours assez inclusif, un peu gauchiste, antiraciste, etc., qui n'est pas du tout, qui a un rapport assez hostile à la laïcité traditionnelle.
Les élus, l'AREM, songent avant tout à garder leur place. Le sujet de la laïcité est trop explosif, nous dit Olympe. Mathilde. Oui, il est très, très explosif, mais pour autant, il rejaillit très souvent dans leurs débats, que ce soit en interne, mais aussi en externe. On l'avait vu, cette passe d'armes entre Marlène Schiappa et Aurélien Taché. Moi, je pense qu'effectivement, si Emmanuel Macron prend bien soin de ne pas se couper de son électorat qui, effectivement, se déporte un petit peu sur la droite, il a tout intérêt aussi à garder en son sein des personnalités comme Aurélien Taché qui peuvent également lui servir à s'adresser à un autre électorat, à une frange aussi de gauche qui avait voté pour lui en 2017. Finalement, La République En Marche, pour revenir à ce que vous disiez, est tributaire d'un débat qui a maintenant une trentaine d'années, qu'on avait vu avec l'affaire de Creil à la fin des années 80, depuis 1989. Oui, moi, il me semble, pour finir, que vous avez dit que il y avait une droitisation de l'électorat de Macron, il y a plutôt une macronisation d'une partie de l'électorat de droite. Ça, c'est un autre débat aussi. Enfin, me semble-t-il. Mais ça correspond quand même moins autant à ça. Mais de toute manière, le président de la République il est bien obligé de faire de la politique et d'essayer, comme il a été élu comme transcendant les clivages, il faut bien qu'il maintienne une partie de ce discours. Mais ce qui me paraît certain, c'est que la tendance finale est beaucoup moins, comme on dit, multiculturaliste, laïcité ouverte, etc., qu'on ne l'imaginait il y a 2 ans. Et plus strict avec ce qui a été dit hier soir. Merci beaucoup d'être venu commenter et d'avoir donné un petit peu plus d'informations et d'analyses sur ces questions-là. Questions sensibles, questions explosives et parfois questions un peu obscures. Et merci en tous les cas d'avoir clarifié la question. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron va clarifier sa position sur l'islam et la laïcité ? Finalement, Philippe Reynaud, les twittos, en tous les cas, n'ont pas été encore complètement convaincus, mais peut-être qu'en regardant cette émission en replay, ils évolueront. En tous les cas, elle est à retrouver en replay, notamment sur YouTube. Si vous l'avez appréciée, eh bien, vous pouvez liker. Vous continuez à nous regarder sur lefigaro.fr. Dans un instant, Younous Omarji, député de la France Insoumise, et l'invité du talk. Ce soir, cet après-midi, à 16h30, vous pourrez suivre en direct l'audition de Christophe Castaner et de Bruno Le Maire devant les commissions du Sénat. Et puis, on y reviendra notamment dans Point de vue avec Marie-Amélie Lombard à 17h ici même. Et demain, on va se poser une autre question, c'est la loi sur la santé. Est-ce qu'elle va vraiment améliorer les choses ? C'est la question qu'on se posera dans les décrypteurs. Vous restez sur lefigaro.fr et bien sûr sur Figaro Live.